les mémoires du baron Larrey. Le retour de cet illustre guerrier en France imprima une sorte de terreur à toutes les puissances de l'Europe, qui se coalisèrent immédiatement pour nous attaquer et prévenir par cette attaque soudaine de nouvelles invasions dans leurs contrées respectives. Ces puissances, à peine armées, marchèrent rapidement et avec autant plus de confiance vers nos frontières, qu'elles avaient la certitude d'être secondées dans l'exécution de leurs projets par plusieurs personnages marquants, qui devraient cependant à Napoléon leur élévation et leur fortune. L'histoire fera sans doute connaître ces actes d'ingratitude. C'est une tâche qui lui est donnée de remplir. Les insistances réitérées de mon collègue le baron Percy auprès de l'empereur pour me remplacer à son quartier général comme premier chirurgien de la Grande Armée ayant eu le succès qu'il en espérait, j'avais fait le projet de m'isoler dans une retraite paisible pour me reposer de mes fatigues, rétablir ma santé et rassembler les matériaux qui devaient servir à la confection du 4e volume de la relation de mes campagnes. Mais au moment du départ, le général comte Drouot, commandant en chef de la garde impériale, vient m'inviter, au nom de l'empereur, à le suivre à l'armée pour être auprès de sa personne et pour diriger les ambulances de la garde. Je dus souscrire à ce désir et je me disposais à partir. Les armées et leurs administrations s'étant mises en marche vers les principaux points de frontière de la France, je suivis avec une décurie de chirurgiens dans mon ambulance, le mouvement de la garde qui faisait partie du corps d'armée destiné à la défense des portes de la Belgique. Je confiai la direction particulière de ces ambulances au docteur Zink, faisant fonction de chirurgien principal en nous éloignant de Paris, d'où nous partîmes le 9 juin 1815, je fus saisi par le pressentiment sinistre que cette campagne me serait funeste, ainsi qu'à toute la France. La vue de l'un des grenadiers de notre garde, qui nous trouvâmes à la fin de notre première journée de marche, étendu raide mort dans le blé qui bordait la route, son crâne brisé par un coup de feu qu'il s'était porté lui-même, l'arme était à ses côtés, rembrunit de ses idées. Et ce ne fut pas sans peine que je pus continuer ma route jusqu'à la frontière. Cependant, les attaques commençaient et nous trouvâmes bientôt à Fleurus, lieu déjà célèbre par la victoire que le maréchal Jourdan y avait remportée lors de la conquête de la Belgique. Napoléon livra sur ce même terrain, le 16 du dit mois de juin, une nouvelle bataille qui n'eut pas le même résultat que celle de Jourdan, soit parce que ne sut pas profiter des avantages obtenus, soit que les personnes intéressées à l'insuccès eusent détourner l'empereur du projet qu'il avait sans doute conçu de poursuivre l'ennemi par son énergie accoutumée. En effet, l'armée s'étant reposée pendant les 24 heures qui suivirent ce premier combat, l'ennemi en profita pour rallier son armée et reprendre des positions avantageuses. Toutefois, se retrouva en présence le 18 à la pointe du jour sur la ligne de Waterloo. Bientôt, le signal de la bataille est donné. Les colonnes de Prussiens et des Anglais sont ébranlées et de nouveaux signes de retraite ne manifestent chez les ennemis lorsque des torrents de pluie précédés d'un orage violent viennent interrompre la manœuvre de notre artillerie. En dégradant les routes et en embourbant les chariots et les pièces de canon dans les terres argileuses et dans les tourbières de terrain où se livrait le combat. Les agents des traîtres de notre armée et ceux des généraux étrangers, profitant de ce contretemps, se répandent alors dans les rangs et parcourent les batteries en criant aux soldats du train « Sauf qui peut couper les traits de vos chevaux et décamper, car vous êtes coupés de tous les côtés par les colonnes ennemies. » Témoin de ces perfidies, je voulais en informer l'empereur, mais les blessés m'appelaient de toutes parts. Je devais encore surveiller mes ambulances et les préserver de ces fausses alertes. Je me consacrais donc entièrement et exclusivement au salut des nos braves que le fer et le feu avaient atteints. Avant de continuer le récit de cette fatale journée, pour ce qui me concerne, je tracerai
par rapport aux blessés un aperçu des résultats de la bataille du 16. Indépendamment des soins que je donnais avec mes élèves à ceux que de la garde, d'ailleurs peu nombreux dans ce combat, parce que le corps d'élite et de réserve n'avait pas chargé en masse sur l'armée ennemie, j'avais pratiqué un assez grand nombre d'opérations sur des militaires de la ligne, et la plupart de ces opérations l'avaient été presque au milieu des combattants. L'une d'elles, c'était l'extirpation du bras et à l'épaule, fut faite en moins de 3 minutes à un chef de bataillon, fils de l'un de nos professeurs de l'université de Montpellier. Je lui donnais le conseil de se rendre immédiatement dans ses foyers sans toucher à son appareil. Il devait lui suivre d'en éponger journalièrement la surface et de l'arroser de temps en temps avec quelques gouttes de vinaigre camphré, qu'il lui serait facile de se procurer chez les premiers pharmaciens pour prévenir l'invasion des vers et faciliter la cicatrisation de la plaie. Il devait avoir le soin aussi de couvrir son moignon d'une forte pièce de laine. Je fus informé plus tard que cet officier supérieur, arrivé chez lui, trouva à la levée du premier appareil la plaie entièrement cicatrisée. Un deuxième officier supérieur, colonel Sourd, vrai et digne guerrier, est un des blessés les plus remarquables de cette journée. Il avait combattu à la tête de son régiment, le 20e des chasseurs à cheval, pendant plusieurs heures. C'est dans les charges répétées de ce corps que ce brave colonel reçut presque au même instant plusieurs coups de sabre au bras droit. 2 des blessures pénétrèrent dans les articulations du coude et du poignet. Le 3e coup de sabre avait coupé jusqu'à l'os les muscles du bras et l'artère brachiale. On avait prévenu les effets fâcheux de l'hémorragie par l'application d'un bandage compressif fait sur le champ de bataille où l'on l'avait déjà jugé indispensable d'amputation du membre. Dans cette conviction, le colonel me fit appeler pour la pratiquer. En effet, avec plusieurs de mes confrères appelés en même temps que moi près de ce colonel, je le reconnus nécessaire et urgente, et nous y procédâmes immédiatement. Pendant cette opération, le colonel Sourd dicta une lettre à l'empereur pour le prier de lui conserver le commandement de son régiment. Non seulement il ne manifesta aucun signe de douleur, mais à peine le pansement de la plaie du moignon fut-il terminé, qu'il remonta à cheval et s'éloigna. Il parvint un peu de temps à la guérison. Je donnai encore mes soins à un grand nombre d'autres blessés graves de l'armée, sur lesquels je n'ai pu prendre de notes, non plus que sur ceux à qui je les prodiguais également à la désastreuse bataille du 18, qui, comme nous l'avons déjà dit, commença sous les plus tristes auspices. Des torrents de pluie et des cris d'alarme répétés précédèrent malheureusement les charges que la cavalerie ennemie faisait avec d'autant plus de confiance qu'elle savait assurément que la nôtre était loin du lieu du combat. En effet, le maréchal Grouchy, avec ses 30 000 hommes, était resté à une certaine distance du reste de notre armée, qui luttait en vain contre toutes les forces réunies de la coalition. Le désordre augmentait progressivement et les blessés nous arrivaient de toutes parts. Mais quel que fût notre zèle, quel que fût notre courage, nos efforts devenaient inutiles, soit parce que les charges de la cavalerie arrivaient jusqu'à nos ambulances, soit parce que nous fûmes privés de la lumière du jour. Nous fûmes donc forcés de suivre le mouvement de retraite que notre armée avait déjà commencé à exécuter, d'après le conseil que l'empereur m'avait fait donner par un de ses aides de camp, de gagner la frontière par un chemin de traverse qui nous fut indiqué comme le plus court et le plus favorable. Nous nous engageâmes dans cette nouvelle route, mais à peine avions-nous parcouru l'espace d'1 ou 2 lieues, dans une obscurité profonde, que nous fûmes coupés par un corps d'avant-garde de lanciers prussiens. Je marchai à la tête de ma petite compagnie et, dans l'intime persuasion que ce corps était peu nombreux, je n'hésitais point à forcer le passage, le sabre en main. Après avoir tiré mes 2 coups de pistolet sur les cavaliers qui nous barraient le chemin, je fis une trouée à travers laquelle mes compagnons et mon domestique passèrent au grand galop et gagnèrent du terrain. Mais mon cheval, frappé d'un coup de balle, s'abattit, et je reçus au même instant à la tête et à l'épaule gauche un double coup de sabre qui me renversa sans connaissance. Pressés de couper la retraite à nos infortunés compagnons, et me croyant morts, ces cavaliers se mirent à leur poursuite et finirent par les atteindre. Ils furent tous plus ou moins grièvement blessés et faits prisonniers. Cependant, je fus assez heureux pour sortir de ma syncope et pour être en état de remonter sur mon cheval,
qui s'était également relevé. N'ayant vu personne autour de moi, je me précipitais dans la campagne, à travers des champs de blé, me dirigeant à l'ouest vers la frontière. Enfin, j'étais parvenu presque au bord de la Sambre, lorsqu'à la pointe du jour, je fus enveloppé de nouveau par un autre corps de cavalerie de la même arme. Ici, toute bravoure eût été inutile, et je dus me rendre. Malgré cet acte de soumission, je fus impitoyablement désarmé et dépouillé de presque tous mes vêtements. Les officiers eux-mêmes se partagèrent ma bourse, qui contenait une quarantaine de Napoléons, s'emparèrent de mes armes, de ma bague et de ma montre. Ma taille et une redingote grise que je portais me donnaient quelque ressemblance avec l'empereur. Je fus d'abord pris pour sa personne, et dans cette persuasion, on me conduisit tout aussitôt auprès du général prussien commandant cette avant-garde. Celui-ci, n'osant prendre aucune mesure définitive, me fit conduire par ses lanciers les mains liées près d'un autre officier général plus élevé en grade, qui, certain de la méprise et poussé par un mouvement de fureur, s'était décidé à me faire passer par les armes. Mais au moment où les soldats chargés de cette exécution étaient prêts à faire feu sur ma tête, ayant été reconnus par le chirurgien-major du régiment, qui s'était empressé d'en prévenir cet officier général et de solliciter de lui la suspension de cette mesure barbare, l'ordre est donné de me conduire près du grand prévôt des armées coalisées, le général Bülow. Ce général, qui m'avait vu à Berlin, me reconnut aussi et fut touché de me voir dans l'état de gêne et de dénuement où l'on m'avait réduit. J'étais pieds nus, à peine couvert de ma redingote et d'un pantalon, car les lanciers qui m'avaient fait prisonnier s'étaient emparés de tous mes effets précieux et même de mes bottes. J'avais les mains liées derrière le dos et la tête couverte de linge ensanglanté. Enfin, le grand prévôt ordonna qu'on me débarrassât sur le champ de mes entraves et qu'on me conduisit chez le généralissime des armées ennemies, le Feldmarschall Blücher, auquel mon nom était connu, car j'avais sauvé la vie à son fils dans l'une des campagnes d'Autriche, où il fut grièvement blessé et fait prisonnier de guerre. Aussi, ce maréchal me traita-t-il avec bonté. Après m'avoir fait déjeuner avec lui, il m'a fait présent de 12 Frédéric en or. Il me fit conduire en poste à Louvain, accompagné par un de ses aides de camp. Cet officier m'ayant demandé à la municipalité qu'un billet de logement pour un blessé français dont il ne put indiquer le nom, je fus déposé chez une pauvre femme qui avait à peine de quoi subsister pour elle et ses enfants. J'obtins difficilement avec une pièce d'or une soupe à l'oignon et la faveur d'avoir un jeune chirurgien pour panser mes blessures. Peu de moments après, je vis en effet arriver un jeune homme officier de santé qui se préparait à remplir sa mission, lorsque tout à coup, m'ayant reconnu, il s'écria « Vous êtes le baron Larrey ?» J'avais à peine prononcé un mot affirmatif qu'il se précipita vers l'escalier et disparut sans proférer une seule parole. Il était allé à la municipalité faire connaître mon nom et solliciter un meilleur logement. Peu d'instants après, un officier municipal, accompagné du jeune médecin, vint m'enlever avec une voiture et me conduisit chez l'un des plus respectables citoyens de la ville, M. Young, avocat célèbre, où je reçus tous les secours et les soins les plus empressés. Il me serait difficile de retracer les marques d'amitié et de haute estime que ce respectable vieillard me donna pendant mon séjour à Louvain. Au total, je puis dire que les habitants de la Belgique sympathisaient de cœur et d'âme avec les Français, et ils ont éprouvé sans doute de profonds et bien sincères regrets de n'avoir pu rentrer dans cette grande famille. Après quelques jours de soins et de repos, mes plaies étant en voie de guérison, je voulus parcourir ou visiter les hôpitaux militaires dans lesquels nous avions une grande partie de nos blessés. Mais l'état de faiblesse où j'étais encore ne me permit pas de pratiquer moi-même un assez grand nombre d'opérations graves et difficiles qui étaient urgentes. Et je dus me borner à assister de mes conseils monsieur les chirurgiens belges chargés de la direction de ces ambulances. Au reste, je ne saurais assez faire l'éloge du zèle, de l'activité et de l'intelligence qu'ils mirent à remplir leurs pénibles et importantes fonctions. Aussi, presque toutes les amputations primitives qui furent faites sous mes yeux eurent-elles tout le succès qu'on put espérer. De Louvain, je me transportai à Bruxelles, où les Anglais avaient établi leurs hôpitaux. Pendant les premiers jours, il paraît qu'il ne fut pas possible de classer les soldats blessés des différentes nations qui s'étaient trouvés à ce terrible combat. Ils étaient tous pêle-mêle dans ces ambulances. Cependant, il en existait plusieurs entièrement consacrés au traitement des blessés anglais. Presque tous ceux de notre nation étaient réunis à l'hôpital militaire de cette ville, dirigé par l'un de mes anciens collaborateurs, le docteur Setin, sujet actif, plein de zèle et d'une intelligence rare. Nous pratiquâmes ensemble un assez grand nombre d'opérations graves, telles que l'amputation du bras, l'épaule et autres plus ou moins difficiles, qui furent généralement suivies de succès. Dans les ambulances anglaises, que je voulus également visiter, je me contentais d'émettre mon opinion sur la nature des plaies des blessés de ces ambulances et sur les opérations qu'elles me parurent commander immédiatement. L'un de nos soldats, déposé au milieu des blessés anglais, ayant eu la cuisse droite presque entièrement désorganisée par un boulet de canon, était dans le cas de subir l'amputation de ce membre à l'articulation ilio-fémorale. Je me permis de le signaler au médecin anglais présent à ma visite,
et de faire recommander ce blessé à mon honorable confrère, M. Guthrie, chirurgien en chef des armées anglaises, que je ne pus rencontrer. J'étais d'ailleurs pressé de retourner à Louvain. Cette opération fut effectivement pratiquée peu de jours après par ce célèbre chirurgien. Et ce blessé, qui eut le bonheur d'être conduit à la guérison, est maintenant à l'hôtel des Invalides. À Bruxelles comme à Louvain, les habitants se disputaient à l'envi l'avantage de posséder chez eux le plus grand nombre de blessés français. Rien ne leur était épargné. On leur prodiguait les seins les plus tendres et les plus généreux. Jamais hospitalité n'a été exercée avec plus de désintéressement. De retour à Louvain, je ne tardais pas à recevoir des chefs de 3 puissances étrangères réunis à Paris, l'autorisation de rentrer au sein de ma famille. Arrivé dans cette capitale le 15 août même, année 1815, je trouvais les portes de ces barrières toutes les postes militaires occupés par les troupes étrangères. Triste spectacle pour mon âme, déjà si profondément navrée par tant de malheurs.